10 mécaniciens avaient essayé, aucun n'avait réussi. Mais quand cette femme arriva à vélo, les vêtements tachés de graisse et le regard déterminé, l'agriculteur millionnaire éclata de rire. Une mécanicienne, se moqua-t-il devant tous les employés. Ce qu'elle fit ensuite fit même le soleil de Clermont-Ferrand s'arrêter pour observer. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle région de France vous suivez cette histoire, mon ami. Septembre 2024, Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône, Alpes. Le soleil tapait fort ce matin-là, de cette manière que seule la campagne auvergnate connaît, quand le thermomètre affiche 32 degrés avant même 9 heures. Et au milieu de toute cette chaleur musique, une jeune femme pédalait sur son vieux vélo le long du chemin de terre qui menait au domaine Sainte-Rita, la propriété la plus imposante du cœur de la France agricole. Son nom était Jeanne Dubois, 29 ans, cheveux châtains, attachés en une queue de cheval pratique, vêtements simples, tachés de graisse, un sac à dos usé sur le dos, transportant sa boîte à outils improvisée. Elle avait pédalé 18 kilomètres depuis la ville et la sueur coulait sur son visage, se mêlant à la poussière de la route. Jeanne N. était pas là par hasard. Elle était désespérée. L'atelier mécanique, où elle travaillait depuis 3 ans, avait fermé ses portes la semaine précédente, victime de la crise économique qui frappait le pays. Et justement maintenant, quand elle avait le plus besoin d'argent. Sa mère, Madame Solange, avait besoin d'une opération coûteuse de 5 000 € et son frère cadet, Raphaël, était sur le point d'entrer à l'université. En tant qu'aîné des 3 enfants, Jeanne avait toujours senti qu'il était de sa responsabilité de prendre soin de la famille, surtout après avoir perdu son père. Antoine Dubois avait été le meilleur mécanicien agricole de Clermont-Ferrand. Tous ceux qui avaient un tracteur, musique, une moissonneuse-batteuse ou un pick-up lourd dans la région connaissaient Antoine. Il avait un don, vous savez, ce genre de talent qui ne s'apprend pas à l'école, qui vient de l'intérieur, d'une connexion presque spirituelle avec les machines. Mais il y a 13 ans, quand Jeanne n'avait que 16 ans, une crise cardiaque foudroyante emporta Antoine du jour au lendemain, sans avertissement, sans temps pour dire au revoir. Madame Solange se retrouva veuve, avec 3 enfants à élever, sans qualification professionnelle, sans revenu fixe. Ce fut le moment le plus sombre de la vie de cette famille. Jeanne s'en souvient comme si était hier. Elle, musique, était en première année de lycée quand son père décéda. Elle n'eut, musique, pas le choix. Elle dut abandonner ses études pour travailler. Mais travailler à quoi? Elle n'avait d'expérience en rien. C'est alors qu'elle trouva les cahiers techniques de son père rangés dans une boîte au fond de l'armoire. Étaient des notes détaillées sur les moteurs, musique, les systèmes électriques, hydrauliques, les transmissions, des diagrammes dessinés à la main, des explications dans une écriture soignée, des secrets de décennies d'expérience. Musique. Jeanne commença à étudier ces cahiers comme s'ils étaient des livres sacrés. Elle regardait des vidéos sur YouTube, lisait des manuels techniques qu'elle trouvait sur Internet et s'exerçait sur n'importe quel moteur cassé qu'elle pouvait trouver. De vieux tracteurs abandonnés dans des terrains vagues, des pick-up que les voisins allaient jeter. Elle démontait, étudiait, remontait jusqu'à comprendre chaque vis, chaque composant, et découvrit qu'elle avait hérité du don de son père, peut-être même de manière plus intense. Jeanne développa une spécialité dans les moteurs diesel haute performance. Ces turbos complexes avec des systèmes d'injection électronique à rampe commune qui exigent une connaissance technique approfondie. Pendant 13 ans, elle travailla dans de petits ateliers, toujours dans l'ombre, toujours sous-estimés. Les patrons la mettaient à faire des services basiques, changer l'huile, laver des pièces, tandis que les mécaniciens hommes s'occupaient des travaux importants. Mais peu à peu, discrètement, certains agriculteurs de la région commencèrent à la demander spécifiquement, surtout lorsqu'ils avaient des problèmes impossibles, ceux que personne ne parvenait à résoudre. Jeanne devint une légende silencieuse du milieu agricole. Certains l'appelaient la doctoresse des diesels. Mais maintenant, au chômage et désespérée, elle parcourait les exploitations agricoles, offrant ses services directement. Était humiliant, elle le savait.
Mais l'orgueil ne paie pas les factures, ne met pas de nourriture sur la table, ne résout pas les problèmes de santé de la mère. Quand elle arriva à l'entrée du domaine Sainte-Rita ce matin-là, le gardien, M. Joachim, un homme d'une 50aine d'années à l'expression bienveillante, Musique, fut ému par la détermination de cette jeune femme, qui arrivait en sueur, épuisée, mais les yeux fermes. « Bonjour, mademoiselle, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il avec gentillesse. « Bonjour, monsieur. » Musique. « Mon nom est Jeanne Dubois. Je suis mécanicienne. Je cherche du travail, n'importe quel service sur des tracteurs, des pick-up, des équipements agricoles. Le propriétaire de l'exploitation aurait-il besoin de quelqu'un ?» Monsieur Joachim se gratta la tête, pensif. « Écoutez, normalement je ne vous laisserai pas entrer comme ça sans prévenir. Mais le patron a un problème que personne n'a réussi à résoudre. Il a un pick-up Ram très cher qui est à l'arrêt depuis 4 mois. Des mécaniciens sont venus de partout. Des gens spécialisés, des gens avec des diplômes et personne n'a rien pu faire. L'homme est enragé. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y. Mais je vous préviens, le patron n'est pas commode. Il est un peu, comment dire, difficile à gérer. » Jeanne remercia et continua sur le chemin interne de l'exploitation. La propriété était immense, avec des plantations de soja et de maïs étendant à perte de vue. Des énormes hangars abritaient des machines agricoles de dernière génération. Était la richesse, le pouvoir. Et elle, une mécanicienne au chômage arrivant à vélo, se sentait minuscule, mais elle respira profondément et continua. Le propriétaire de cette exploitation était Fabien Leclerc, 44 ans, héritier d'une famille traditionnelle d'agriculteurs du cœur de la France agricole. Son père, Musique, le vieux Auguste Leclerc, avait construit le domaine Sainte-Rita de zéro dans les années 1970 et Fabien hérita de l'Empire, mais ne se contenta pas de simplement gérer ce qu'il avait reçu. Musique. Il l'agrandit, acheta 4 autres propriétés, modernisa tout, investit dans la technologie de pointe. Aujourd'hui, son patrimoine était évalué à 180 millions d'euros. Soja, maïs, bétail, tout à l'échelle industrielle. Fabien était respecté, craint même dans le milieu de l'agro-industrie régionale. Un homme d'affaires implacable qui ne tolérait pas l'incompétence et qui croyait fermement que l'argent était la mesure de la valeur d'une personne. Mais derrière toute cette arrogance, toute cette dureté, il y avait une blessure qui était jamais refermée. 8 ans auparavant, Fabien avait perdu son épouse, Claudine. Elle voyageait pour Paris pour rendre visite à sa famille lorsque l'avion, un petit bimoteur privé, écrasa dans une région montagneuse. Il n'y eut aucun survivant. Fabien reçut la nouvelle par téléphone au milieu d'une réunion d'affaires. Depuis ce jour, quelque chose en lui se brisa. Il se referma émotionnellement, devint froid, distant, ne se lia plus jamais sérieusement avec personne. Le travail devint son obsession, son échappatoire, et tous ceux qui l'entouraient devinrent de simples pièces sur un échiquier, des employés interchangeables. Il traitait même ses gérants les plus loyaux avec froideur, sans connexion authentique. Sa solitude était profonde, mais il la dissimulait sous l'arrogance et le contrôle absolu. Et ce matin de septembre, Fabien était particulièrement furieux. Son pick-up Ram, un modèle 3500 Laramie de 2022, d'une valeur de 100 000 € et équipé d'un moteur Cummins turbodiesel de 6 cylindres, avait simplement cessé de fonctionner. Le moteur ne démarrait pas, aussi simple que cela. Le tableau de bord affichait seulement un code d'erreur générique, le Pesego 87, qui indiquait une pression de carburant insuffisante. Fabien, qui dépendait de ce pick-up pour superviser ses 5 propriétés, appela le meilleur mécanicien du concessionnaire officiel de Clermont-Ferrand. Il vint, passa 2 jours, factura 2 000 €. Cela ne fonctionna pas. Il appela un autre spécialiste de Limoges. Ils changèrent des capteurs, reprogrammèrent le module électronique de contrôle. Rien. Un 3e mécanicien de Bordeaux, renommé pour les moteurs diesel, passa 3 jours à l'exploitation, testant, démontant, analysant,
Il échoua, un quatrième, un cinquième, un sixième mécanicien. Tous facturèrent entre 1 000 et 5 000 euros par jour de travail. Tous échouèrent. 10 mécaniciens spécialisés avec des diplômes, des certifications, des années d'expérience. Aucun ne réussit à faire démarrer cette rame. Fabien avait déjà dépensé plus de 20 000 euros en tentative de réparation et le pick-up restait là, garé sur la cour centrale de l'exploitation, comme un monument à son impuissance, musique. Pour la première fois de sa vie, l'argent de Fabien ne résolvait pas un problème, et cela le rongeait de l'intérieur, alimentant sa fureur, sa frustration. C'est à ce moment précis que Jeanne arriva à vélo sur la cour centrale. Elle vit l'imposante rame noire, le capot partiellement ouvert, des outils éparpillés autour et à côté du pick-up. 3 hommes discutaient sérieusement. L'un d'eux, le plus grand, vêtu d'une chemise de ville coûteuse et de bottes en cuir, musique importée, était clairement le propriétaire, Fabien Leclerc. Les 2 autres étaient des gérants de l'exploitation. Jeanne respira profondément, descendit de son vélo, ajusta son sac à dos sur son dos et s'approcha d'un pas ferme, mais respectueux. « Bonjour, monsieur !» Les 3 hommes cessèrent de parler et la regardèrent. Le silence était pesant. Fabien l'examina de haut en bas, ses yeux parcourant ses vêtements simples, ses taches de graisse, ses mains calleuses, son vieux vélo. Son visage se tordit en une expression mêlant surprise, incrédulité et dédain. « Bonjour !» répondit-il en traînant les mots. « Vous êtes perdu ?»« Non, monsieur. Mon nom est Jeanne Dubois. Je suis mécanicienne spécialisée en moteur diesel. Le gardien à l'entrée m'a dit que vous avez un problème avec votre pick-up et j'aimerais vous offrir mon aide. » Le silence qui suivit fut gênant et alors Fabien commença à rire, un rire sarcastique, plein de mépris. Les 2 gérants à ses côtés se regardèrent sans savoir comment réagir. « Une mécanicienne ?» demanda Fabien d'un ton qui laissait absolument clair qu'il considérait cela comme une mauvaise blague. Musique. « Mademoiselle, 10 mécaniciens spécialisés ont déjà examiné ce moteur. 10. Des hommes avec 20, 30 ans d'expérience, avec des diplômes de école technique, avec des certifications de concessionnaires officiels, des gens qui ont travaillé chez des constructeurs automobiles et dans des ateliers de compétition. Et vous, arrivant ici à vélo avec ce sac à dos usé, vous pensez pouvoir résoudre ce qu'ils n'ont pas réussi ?» Jeanne sentit ses joues brûler, mais elle garda une voix ferme et calme. Musique. « Monsieur, je sais que mon apparence n'inspire pas confiance. Mais donnez-moi juste une chance de regarder le moteur. Si je ne parviens pas à identifier le problème, je ne vous facturerai rien. Je demande juste une opportunité. » Fabien croisa les bras et inclina la tête, comme s'il évaluait un enfant qui venait de dire quelque chose de stupide. Musique. Il regarda ses gérants puis de nouveau Jeanne. Et vous savez ce qu'il pensa à ce moment-là? Il pensa « musique. Ça va être amusant. Je vais transformer ça en spectacle. » Et ce fut à ce moment-là, mes chers, que la situation passa du gênant à l'absolument cruel. Fabien prit le talkie-walkie accroché à sa ceinture et appuya sur le bouton. Marcel, Richard, Valère, tous ceux qui sont près du siège, venez à la cour centrale maintenant. Nous avons une attraction spéciale ici. Sa voix résonna dans les radios éparpillées dans l'exploitation et en quelques minutes, les employés commencèrent à arriver. Des conducteurs de tracteurs qui vérifiaient des équipements, des opérateurs de moissonneuses-batteuses en pause café, des cadres administratifs qui travaillaient dans les bureaux, des employés de cuisine et de nettoyage. En moins de 10 minutes, il y avait 15 personnes réunies en demi-cercle autour de la rame noire, toutes confuses, curieuses, sans comprendre ce qui se passait. Fabien se positionna à côté de Jeanne, comme un présentateur de cirque sur le point de révéler son attraction principale. « Mes amis », annonça-t-il à voix haute avec un sourire cynique sur le visage, « aujourd'hui, nous avons une surprise spéciale. Cette jeune femme ici, Jeanne, est arrivée à vélo et s'est présentée comme mécanicienne. Elle pense pouvoir réparer ce que les meilleurs mécaniciens d'Auvergne n'ont pas réussi. Vous savez, cette rame qui est à l'arrêt depuis 4 mois, qui est passée entre les mains de 10 spécialistes.
Elle pense avoir la solution. Certains employés rirent nerveusement, d'autres restèrent silencieux, clairement mal à l'aise avec la situation. Jeanne sentit le poids, musique de tous ces regards sur elle, jugeant, doutant, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Fabien continua. « Alors, Jeanne, puisque vous êtes si confiante, dites-moi combien vous facturez pour un service de mécanique. » Jeanne déglutit difficilement. « Monsieur, je facture généralement 200 € par jour de travail, selon la complexité du service. » Le rire de Fabien fut fort et théâtral. 200 €, vous entendez ça? Les autres ont facturé 1000 €, 2000 €, 5000 € par jour. Et elle facture 200 €. Cela montre déjà la différence entre professionnels et amateurs, n'est-ce pas? L'un des gérants, Marcel Fournier, un homme de 52 ans, corpulent, avec une moustache grisonnante et une expression perpétuellement sérieuse, s'approcha. Il avait toujours eu du mal à accepter les changements, surtout quand ils impliquaient des femmes dans des professions qu'il considérait exclusivement masculines. « Fabien, avec tout le respect que je vous dois, dit Marcel en secouant la tête, mais appeler une fille pour regarder cette rame est une perte de temps. Une femme n'a ni la force physique, ni la compétence technique pour ce genre de travail lourd. C'est un travail d'homme qui s'y connaît vraiment en musique moteur, en couple, en pression hydraulique. Ce n'est pas méchant, mais c'est la réalité. » Fabien acquiesça d'un signe de tête. « Exactement, Marcel. Mais soyons généreux ici. Donnons une opportunité à la jeune femme. Après tout le monde a besoin d'apprendre ses limites, n'est-ce pas ?» Il se tourna de nouveau vers Jeanne, maintenant avec un ton de voix plus agressif, plus cinglant. « Répondez-moi une chose, mademoiselle. Vous savez ce qu'est un système à rampe commune. Vous savez expliquer la différence entre injection directe et indirecte. Vous avez déjà travaillé sur un moteur Cummins 6.7 turbo-diesel de 370 chevaux. Vous avez déjà touché à une pompe haute pression qui fonctionne à 170 bars. » Jeanne ouvrit la bouche pour répondre, mais Fabien l'interrompit immédiatement. « Non, non, laissez-moi deviner. Vous réparez des vieilles 2CV, des petites Clio, ces petites choses basiques avec moteur à essence, carburateur simple, n'est-ce pas? Et maintenant vous voulez toucher à un pick-up qui vaut plus d'un demi-million d'euros, avec une technologie de pointe, un ordinateur de bord, un système électronique intégré. Vous avez conscience de la responsabilité que cela implique? » L'assistance était divisée. Certains hommes riaient ouvertement, soutenant le patron. D'autres, surtout les 3 femmes qui travaillaient dans la cuisine de l'exploitation, regardaient Jeanne avec une empathie silencieuse, mais aucune n'osait dire quoi que ce soit. Confronter le patron, était risquer son emploi. Fabien ne faisait que commencer. Il marcha autour de Jeanne comme un procureur devant un accusé. « Regardez vos mains calleuses, sales de graisse, vos vêtements vieux, déchirés, votre vélo qui semble vouloir se démonter à tout moment. Vous voulez que je croie que vous avez des connaissances techniques supérieures à des ingénieurs diplômés, à des mécaniciens certifiés par Cummins, par Dodge? Vous pensez vraiment que je suis idiot ?» Jeanne sentit les larmes brûler derrière ses yeux, mais elle refusa. Elle refusa de toutes ses forces de les laisser couler. Sa voix sortit ferme, contrôlée, mais chargée d'émotion. « Monsieur, je ne suis pas venu ici me vendre comme supérieur à qui que ce soit. Je suis venu offrir mon aide. L'apparence ne définit pas la capacité. Des vêtements sales de graisse signifient que je travaille, que je mets la main à la pâte. Je sais que vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais donnez-moi juste une chance de regarder le moteur. » Fabien laissa échapper un rire amer. « Une chance? Vous voulez une chance ?» Il sortit son portefeuille de sa poche, l'ouvrit et en retira un billet de 100 €. Il tendit l'argent en direction de Jeanne. « Écoutez, mademoiselle, je vais vous faciliter la vie. Prenez cet argent. Achetez un déjeuner décent et rentrez chez vous, et oubliez cette idée folle de être mécanicienne. Ce n'est pas pour vous. Vous semblez être une jeune femme éduquée, musique travailleuse, mais il existe des professions adaptées aux femmes. S'occuper de la maison, travailler dans un bureau, ces choses-là.
Un moteur diesel haute performance, c'est une autre catégorie. Vous n'avez pas la structure physique, pas la formation technique, pas l'expérience, acceptez l'argent et partez avant de vous couvrir davantage de ridicule. Le silence qui suivit fut assourdissant. Certains employés rirent, mais c'était un rire inconfortable. D'autres détournèrent le regard, honteux d'assister à cela. L'une des cuisinières, Madame Louise, une dame de 60 ans qui travaillait à l'exploitation depuis 30 ans, serra les lèvres avec force, clairement indignée, mais sans le courage d'intervenir. Jeanne regarda le billet de 100 € tendu dans la main de Fabien. Elle regarda les regards de pitié, de moquerie, de malaise autour d'elle, et alors quelque chose en elle, quelque chose qui s'était construit au fil de 13 ans, d'humiliation silencieuse, de sous-estimation constante, d'être ignorée parce qu'elle était une femme, refusa simplement d'accepter cela. « Monsieur, » dit-elle d'une voix qui la surprit elle-même par sa fermeté, « je ne suis pas venu ici demander l'aumône. Je suis venu offrir mon travail, mes connaissances, mes compétences. Vous pouvez douter de moi parce que je suis une femme. Vous pouvez penser que je n'ai pas les capacités, mais je sais ce que je fais. Donnez-moi 30 minutes avec ce moteur. Seulement 30 minutes. Si je ne découvre pas le problème, vous pouvez me renvoyer et je promets de ne plus jamais revenir ici. Mais si je le répare, vous me paierez le double de ce que vous avez payé au dernier mécanicien qui a essayé musique et a échoué, et vous vous excuserez devant toutes ces personnes ici. » L'audace de la proposition laissa Fabien momentanément sans voix. Ses yeux se plissèrent et alors un sourire cruel se forma sur son visage. « Le double ? Vous voulez le double ? Le dernier a facturé 5 000 € et n'a rien résolu. Vous voulez 10 000 €. Musique, il rit. Très bien, j'accepte. Mais il y a une condition supplémentaire. Quand vous échouerez, et vous échouerez, vous admettrez devant tout le monde ici que vous n'êtes qu'une amatrice, que vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regardait pas, et de plus, musique, vous pousserez votre vélo jusqu'à l'entrée, vous ne pédalerez pas. Vous pousserez les musiques 18 km de retour à la ville pour vous souvenir de cette leçon d'humilité. La cruauté de la proposition choqua même Marcel, qui, malgré ses préjugés, avait une certaine notion de décence. Mais personne ne protesta. Le pouvoir de Fabien était absolu ici. Jeanne, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, tendit la main. Marché conclu. Fabien lui serra la main avec une force excessive, essayant d'intimider, mais Jeanne ne détourna pas le regard. « Musique, 30 minutes !» annonça Fabien à la foule, regardant la montre coûteuse à son poignet. « À partir de maintenant, personne ne bouge d'ici. Je veux que tout le monde soit témoin. » Jeanne s'approcha de la rame d'un pas ferme, malgré ses jambes qui tremblaient légèrement. Elle pouvait sentir les 15 paires d'yeux rivés sur elle, jugeant chaque mouvement. Le soleil de septembre était haut maintenant, frappant sans pitié, et la sueur coulait sur son visage. Mais elle ne pouvait pas y penser maintenant. Elle avait 30 minutes pour prouver sa valeur, pour honorer la mémoire de son père, pour montrer que la compétence n'a pas de genre. Avant même d'ouvrir le capot, elle demanda la clé. Fabien, avec un sourire sarcastique, jeta la clé dans sa direction de manière délibérée, la faisant tomber par terre. Jeanne la ramassa sans montrer d'émotion, entra dans le pick-up et mit le contact. Le tableau de bord numérique s'alluma immédiatement, affichant ce code d'erreur qui était déjà devenu familier pour tous ici. PJU 87, pression de carburant insuffisante. Tous les mécaniciens ont déjà vu ce code, mademoiselle, commenta Fabien à voix haute pour que tout le monde entende. Cela n'impressionne personne. C'est le BA. Jeanne ne répondit pas. Elle était concentrée, observant non seulement le code, mais le comportement du tableau de bord, la vitesse à laquelle les lumières s'allumaient, les sons subtils que le système faisait en essayant de s'initialiser. Elle coupa le contact, attendit 5 secondes, le remit, répéta le processus 3 fois, toujours musique, attentive aux moindres détails. Certains employés se regardèrent confus, pensant qu'elle perdait juste son temps. Elle sortit du pick-up et ouvrit le capot, révélant le moteur Cummins 6.7, un moteur imposant, puissant, avec ses 6 cylindres en ligne, turbocompresseur, intercouleur,
Système d'injection électronique de dernière génération. Une machine d'une valeur de 100 000 euros. Et là, elle, une mécanicienne autodidacte, arrivée à vélo, était sur le point de déchiffrer le mystère qui avait vaincu 10 spécialistes. Jeanne retira son sac à dos et l'ouvrit. De l'intérieur, elle sortit un stéthoscope mécanique artisanal qu'elle avait elle-même construit des années auparavant, suivant les instructions des cahiers de son père. C était un outil simple, mais extrêmement efficace pour détecter les bruits internes dans les systèmes pressurisés. Marcel, le gérant préjugé, laissa échapper un rire moqueur. « Regardez, les amis, elle a apporté un stéthoscope de jouet. Ça ressemble à un truc de foire. » Certains rirent avec lui. Fabien croisa les bras, secouant la tête comme s'il assistait à une comédie de mauvais goût. Mais Jeanne ignora complètement. Elle demanda le silence absolu et, étonnamment, Fabien accepta, curieux de voir où cela mènerait. Pendant les 12 minutes suivantes, Jeanne travailla avec une concentration chirurgicale. Elle positionna le stéthoscope à différents points du système d'injection, écoutant, analysant, comparant les sons. Elle touchait les composants du bout des doigts, sentant des vibrations imperceptibles. Elle vérifiait les connexions électriques, non pas avec un multimètre coûteux, mais avec le toucher affûté de quelqu'un qui connaissait profondément ce type de système. Elle démonta partiellement la protection plastique du moteur pour accéder à la rampe d'alimentation commune, ce composant critique musique qui distribue le carburant sous très haute pression aux injecteurs. La foule observait dans un silence croissant. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la confiance de ses mains, dans la méthodologie de son travail, qui commençait à planter des graines de doute dans la moquerie initiale. Même Fabien, qui avait commencé tout cela comme un spectacle cruel, était maintenant véritablement intrigué. Jeanne plaça le stéthoscope sur une valve spécifique cachée entre les tuyauteries dans la partie inférieure de la rampe commune. Elle ferma les yeux, se concentrant uniquement sur le son, et alors, après de longues secondes, ses yeux s'ouvrirent. J'ai trouvé le problème. Le silence fut total. Fabien décroisa lentement les bras. « Et quel est le problème, mademoiselle ?» demanda-t-il avec un sarcasme toujours présent dans la voix, mais maintenant mêlé d'une pointe d'anxiété. Jeanne désigna la petite valve qu'elle examinait. Le régulateur de pression de la rampe commune est bloqué mécaniquement en position fermée. C'est une défaillance microscopique que les scanners électroniques ne peuvent pas détecter car le composant continue de répondre électriquement comme s'il fonctionnait normalement, mais mécaniquement et intérieurement, il est coincé. Cela provoque une sous-pression critique dans le système qui empêche le moteur de générer la pression nécessaire à l'allumage. Le résultat est ce code d'erreur générique P087 qui pousse les mécaniciens à chercher le problème au mauvais endroit. Fabien fronça les sourcils. Tous les mécaniciens précédents ont testé le système de pression. Ils ont changé la pompe, changé les capteurs, reprogrammé le module de contrôle. Comment aucun d'eux n'a trouvé cela? Parce que cette valve a un taux de défaillance de moins de 0,2%, selon les manuels techniques de Cummins, expliqua Jeanne avec calme. C'est si rare que cela arrive que ce n'est pas dans les listes de contrôle standard. Les mécaniciens précédents ont probablement testé la pression de sortie de la pompe qui était correcte, testé les capteurs qui répondaient normalement, mais personne n'a testé manuellement le régulateur de pression de la rampe, car c'est un composant qui ne tombe tout simplement pas en panne, sauf quand il tombe en panne. Valère, le conducteur de tracteur de 67 ans, s'approcha, véritablement impressionné. « Et comment avez-vous identifié cela, jeune femme ? » « Par le son, » répondit Jeanne en tenant le stéthoscope. « Quand vous mettez le contact, la pompe haute pression commence à fonctionner. Si vous écoutez attentivement la rampe commune avec un stéthoscope mécanique, vous pouvez percevoir la différence entre le son d'une pression distribuée uniformément et le son d'une pression bloquée. C'est une différence subtile, presque imperceptible, mais elle est là. J'ai appris cette technique avec mon père. Il disait que les moteurs parlent à ceux qui savent écouter. » Marcel, toujours sceptique, croisa les bras. « Mais même si c'est ça, cette pièce coûte 1000 euros
et il faut 30 jours pour qu'elle arrive de l'importateur. Vous ne pourrez rien faire ici, musique et maintenant. Jeanne sourit pour la première fois depuis son arrivée à l'exploitation. Je n'ai pas besoin d'une pièce neuve. Je peux débloquer le régulateur manuellement et le recalibrer. C'est une procédure délicate qui n'est pas dans les manuels officiels de Cummins, mais c'est une technique de terrain qui existe parmi les mécaniciens expérimentés. Mon père l'a développée après des années de travail avec des moteurs agricoles et l'a consignée dans ses cahiers techniques. J'ai pratiqué cette technique des dizaines de fois. Fabien regarda sa montre. Vous avez déjà utilisé 14 minutes. Il en reste 16. J'aurai besoin de seulement 12 minutes de plus, répondit Jeanne avec confiance. Elle retourna à son sac à dos et en retira un ensemble de petits outils précis, certains improvisés, d'autres adaptés. Il y avait une clé Allen modifiée, une pince chirurgicale qu'elle avait achetée dans un bazar médical, un petit marteau de précision. Pour les observateurs, cela semblait inadéquat pour travailler sur un pick-up d'un demi-million d'euros. Mais Jeanne savait exactement ce qu'elle faisait. Pendant les 12 minutes suivantes, toute l'exploitation sembla retenir son souffle. Jeanne démonta partiellement le système d'injection avec une précision qui frôlait l'artistique. Chaque mouvement était calculé, chaque vis retirée avec le couple exact pour ne pas endommager les filetages. Elle accéda au régulateur de pression, un composant de la taille d'un briquet, caché dans un angle presque inaccessible, avec la pince chirurgicale et un éclairage improvisé, utilisant son téléphone portable fixé avec du ruban adhésif. Musique. Elle réussit à visualiser le mécanisme interne de la valve. « Le voilà », murmura-t-elle pour elle-même. « Le piston de retour est bloqué par des résidus de carburant cristallisé. Quelqu'un a probablement fait le plein avec du diesel de qualité douteuse à un moment donné. » Avec des mouvements millimétriques, elle utilisa une aiguille stérilisée pour retirer le résidu microscopique qui empêchait le piston de se déplacer librement. C était un travail d'horloger, pas de mécanicien. Cela exigeait patience, précision, musique et, surtout, une connaissance approfondie du fonctionnement interne de ce système. Fabien s'approcha, musique observant par-dessus son épaule. Pour la première fois, il ne se moquait pas. Il était véritablement fasciné par le niveau de compétences techniques dont il était témoin. Cette femme qui l'avait humilié publiquement faisait quelque chose qu'aucun des mécaniciens certifiés n'avait réussi. Elle était vraiment en train de résoudre le problème. Après avoir nettoyé le mécanisme, Jeanne dut le recalibrer. Cela exigeait d'ajuster la tension du ressort interne du régulateur pour garantir que la pression de fonctionnement revienne aux paramètres corrects. Elle utilisa une technique que son père avait notée dans ses cahiers. Compter le nombre de rotations de la vis de réglage, tout en observant la résistance tactile. C était primitif comparé aux équipements électroniques modernes, mais C était extrêmement efficace. Finalement, elle remonta tout, vérifia chaque connexion, chaque collier de serrage, chaque capteur, nettoya ses mains sur un vieux chiffon qu'elle transportait dans son sac à dos et se tourna vers Fabien. « Vous pouvez démarrer. » L'horloge marquait 26 minutes depuis le début du défi. Fabien regarda le pick-up, puis Jeanne, puis les employés autour. Sa main trembla légèrement quand il prit la clé. Il entra dans la rame, s'installa sur le siège en cuir, inséra la clé dans le contact et, le cœur battant la chamade, la tourna. Le moteur Cummins 6.7 rugit de nouveau à la vie. Le son fut assourdissant, glorieux, parfait. Ce rugissement profond et puissant d'un moteur diesel haute performance fonctionnant à pleine capacité, le tableau de bord numérique s'alluma sans aucun code d'erreur. Tous les systèmes répondaient normalement. Le pick-up qui avait coûté 20 000 € en tentative de réparation infructueuse fonctionnait parfaitement. Le silence initial fut brisé par une explosion de réactions. Les employés éclatèrent en applaudissements, cris de surprise, exclamations d'incrédulité. Madame Louise, la cuisinière, avait les larmes aux yeux. Valère applaudissait avec enthousiasme, un sourire jusqu'aux oreilles. Même certains des hommes qui s'étaient moqués de Jeanne applaudissaient maintenant, véritablement impressionnés.
Fabien resta assis dans le pick-up, les mains sur le volant, le moteur allumé, complètement abasourdi. Il ne parvenait pas à traiter ce qu'il venait de voir. Lentement, comme s'il était en transe, il coupa le moteur, sortit du véhicule et se tint devant Jeanne. « Comment ?» demanda-t-il d'une voix étranglée, dépouillée de toute son arrogance antérieure. Jeanne, avec dignité et calme, ferma son sac à dos. « Avec des connaissances, monsieur, avec du dévouement et, surtout, avec respect pour la profession que j'ai choisie. » Ce fut à ce moment-là que Valère, le conducteur de tracteur de 67 ans, fit un pas en avant. C était un homme de peu de mots, respecté par tous, à l'exploitation pour ses 40 ans d'expérience avec les machines agricoles. Quand il parlait, les gens écoutaient. « Patron, dit-il, en retirant son chapeau de paille en signe de respect, avec tout le respect que je vous dois. Mais vous ne savez pas qui est cette jeune femme. » Fabien, toujours en état de choc, regarda Valère. « Comment ça ? C'est Jeanne Dubois, la fille du défunt Antoine Dubois, qui fut le meilleur mécanicien agricole que cette région ait jamais eu. Antoine était une légende vivante parmi les agriculteurs d'ici, et elle, patron, elle a hérité de son talent, mais multiplié par 10. Le silence était absolu maintenant. Tous les yeux étaient fixés sur Valère, tandis qu'il continuait. Dans le milieu des exploitations agricoles, parmi ceux qui s'y connaissent vraiment en machines lourdes, ils l'appellent la doctoresse des diesels. Elle est célèbre, patron. Célèbre pour résoudre des problèmes que personne ne parvient à résoudre. Moi-même, il y a 2 ans, je l'ai vu réparer un moteur à 18 vitesses d'un camion qui était à l'arrêt depuis 6 mois. 3 mécaniciens de concessionnaire avaient abandonné. Elle a découvert le problème en moins d'1 heure, un problème dans le système pneumatique auquel personne n'avait pensé à vérifier. Un autre employé, Richard Moreau, l'un des opérateurs de moissonneuse-batteuse, musique, s'approcha également. « C'est vrai, patron. Mon beau-frère a une exploitation agricole à Montluçon, une grande propriété, avec des équipements valant des millions. L'année dernière, sa moissonneuse-batteuse Case IH, musique, une machine de près de 800 000 €, a présenté un problème électrique complexe, musique, qui a immobilisé l'équipement en plein milieu de la récolte. Des pertes de milliers d'euros par jour, ils ont appelé 3 ingénieurs du concessionnaire. Ils ont passé 2 semaines à essayer de résoudre. Ils n'ont pas réussi. Quelqu'un a parlé de Jeanne. Elle est allée là-bas, patron. 2 heures. En 2 heures, elle a identifié un court-circuit dans un faisceau électrique qui était caché derrière le tableau de bord, dans un endroit que même les ingénieurs n'avaient pas pensé à regarder. Et vous savez combien elle a facturé ? 800 €, pour un service qui aurait coûté 10 000 € facilement. L'une des employées de cuisine, Catherine, une femme d'une 40aine d'années, se manifesta également. « Mon mari travaille au domaine Saint-Georges, près de Limoges. Il m'a raconté que l'année d'avant, leur tracteur John Deere principal, ce grand verre énorme, a cessé de fonctionner. Était un problème de moteur. Mais personne ne parvenait à découvrir ce que était exactement. Ils ont appelé des mécaniciens de Clermont-Ferrand, de Limoges, même de Paris. Rien. Jusqu'à ce que le contremaître là-bas se souvienne de la jeune mécanicienne que quelqu'un avait mentionnée. Ils l'ont appelée. Elle a identifié que était un problème avec le capteur de rotation du Vilebrequin, qui envoyait des données erronées à l'unité de commande électronique. Elle a changé le capteur, recalibré le système, et le tracteur a recommencé à fonctionner parfaitement. Les témoignages commencèrent à se multiplier, employés après employés, révélant des histoires sur la légendaire mécanicienne qui parcourait les exploitations agricoles de la région, résolvant l'impossible. Musique, Fabien écoutait tout cela avec une expression mêlant honte, choc et profond regret. Comment n'avait-il pas su cela? Comment avait-il humilié publiquement précisément la personne qui avait la réputation que tous décrivaient ici? Marcel, le gérant préjugé qui s'était moqué de Jeanne, était pâle. Il savait qu'il avait commis une terrible erreur, non seulement morale, mais aussi professionnelle. S'il avait fait le minimum, une simple recherche, il aurait découvert qui elle était. Valère continua.
regardant maintenant directement Jeanne avec un respect sincère. « Mademoiselle, j'ai connu votre père. Antoine a réparé mes tracteurs pendant des années. C était un homme bon, honnête, et il avait, musique, un don de Dieu pour comprendre les machines. Quand il est décédé, beaucoup de gens ici dans la région ont ressenti son absence. » Musique. « Et maintenant, en vous voyant faire ce que vous avez fait, je suis sûr qu'il serait très fier. » Les mots de Valère frappèrent Jeanne de plein fouet. Pour la première fois depuis son arrivée à l'exploitation, elle ne put retenir ses larmes. Ce haine était au pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, mais de reconnaissance, de validation. Pendant 13 ans, elle travailla dans l'ombre, sous-estimée, ignorée. Et maintenant, là, devant 15 personnes, son histoire était racontée, son talent était reconnu. Fabien fit quelques pas en arrière, chancelant légèrement. Il regarda la rame, fonctionnant parfaitement, puis Jeanne, puis tous ses employés qui la regardaient maintenant avec admiration. Alors, quelque chose en lui, quelque chose qui était enfermé depuis 8 ans, depuis la mort de Claudine, se brisa. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Fabien Leclerc. Pour la première fois en 8 ans, cet homme dur, froid, contrôleur pleurait en public. Et alors, à la stupéfaction absolue de tous les présents, il tomba à genoux devant Jeanne. « Pardon ?» dit-il d'une voix brisée. « Pardon, Jeanne. Pardon pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait, pour la façon dont je vous ai traité. Je vous ai humilié, je vous ai manqué de respect, je vous ai jugé sans vous connaître. Je suis un idiot arrogant qui pense que l'argent et le pouvoir signifient quelque chose, mais vous m'avez donné la plus grande leçon d'humilité de ma vie. Toute l'exploitation était silencieuse, musique témoin de ce moment surréaliste. Le patron tout-puissant, l'homme d'affaires de 180 millions, était à genoux, pleurant, musique, demandant pardon à une mécanicienne arrivée à vélo. Jeanne, avec la dignité qui l'a toujours caractérisée, musique, tendit la main et aida Fabien à se relever. « Monsieur Fabien, j'accepte vos excuses. Tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde peut apprendre et changer. » Fabien lui tint la main des 2 mains, comme s'il tenait quelque chose de précieux. « Comment avez-vous appris tout cela ?» Jeanne respira profondément. « Monsieur, j'avais 16 ans quand mon père est décédé. Ce fut une crise cardiaque, sans avertissement, sans temps pour dire au revoir. Ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Moi, l'aîné, mon frère cadet et ma sœur cadette. Nous n'avions pas d'argent, nous n'avions rien. J'ai dû quitter l'école pour travailler. Mais travailler à quoi? Je ne savais rien faire. » Elle fit une pause. Musique, les souvenirs douloureux revenant. « C'est là que j'ai trouvé les cahiers de mon père. Il avait l'habitude de noter tout ce qu'il apprenait sur les moteurs, sur les systèmes mécaniques, hydrauliques, électriques. C étaient des années et des années de connaissances enregistrées en lettres soignées. J'ai commencé à étudier ces cahiers comme s'ils étaient la Bible. Je regardais des vidéos sur Internet, lisais des manuels techniques et, surtout, je pratiquais. N'importe quel moteur cassé que je trouvais, je le démontais, elle étudiait, essayait de le réparer. Des tracteurs abandonnés, de vieux pick-up, n'importe quoi. J'ai passé des années à faire ça, apprenant seul. » Fabien écoutait avec une attention totale, tout comme tous les autres présents. Madame Louise pleurait ouvertement maintenant. « Pendant ces 13 ans, continua Jeanne, j'ai travaillé dans de petits ateliers, gagnant toujours moins que les mécaniciens hommes, faisant toujours les services que personne ne voulait. Mais peu à peu, certains agriculteurs ont commencé à m'appeler quand ils avaient des problèmes compliqués. Ils ne se souciaient pas que je sois une femme. Ils se souciaient seulement des résultats. Et je livrais des résultats. Mais toujours j'y étais sous-estimé. Toujours je devais prouver ma valeur. Toujours je devais être 2 fois meilleur qu'un homme pour être considérée à moitié bonne. Elle regarda autour d'elle tous les employés. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en espérant le respect. Je suis venu en m'attendant à un autre rejet, une autre humiliation. Mais ma mère a besoin d'une opération à 5 000 € et mon frère entre à l'université.
Je suis venu parce que je n'ai pas le choix, et je suis venu parce que chaque moteur que je répare est une façon d'honorer la mémoire de mon père, de prouver que son talent n'est pas mort avec lui. » Le silence était révérencieux. Maintenant Fabien passa les mains sur son visage, essuyant ses larmes. « Jeanne, j'ai perdu mon épouse il y a 8 ans, un accident d'avion. Depuis, je me suis refermé émotionnellement. Je suis devenu dur, froid, musique contrôleur. Je traite les gens comme des objets, comme des pièces interchangeables. J'ai plongé dans le travail pour ne pas traiter la douleur, et je suis devenu exactement le type de personne que je mépriserais si je la connaissais. » Il la regarda avec une sincérité douloureuse. « Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement réparé mon pick-up, vous avez brisé quelque chose en moi, quelque chose qui devait être brisé, cette arrogance, cette froideur, musique, ce manque de respect envers les gens. Vous m'avez montré que la vraie valeur ne réside pas dans les diplômes, dans l'argent, dans le pouvoir. Elle réside dans la connaissance, dans le dévouement, dans musique, le caractère. » Fabien sortit alors son portefeuille de sa poche et commença à compter des billets de 100 €. Il compta 10 000 €, le double de ce qu'il avait payé au mécanicien le plus cher. Il tendit l'argent à Jeanne. « Ceci est à vous. Vous l'avez gagné équitablement, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas près d'être suffisant pour compenser ce que j'ai fait. » Jeanne prit l'argent, mais avant qu'elle ne puisse remercier, Fabien continua. « Je veux vous faire une proposition. Travaillez pour moi. Non pas comme une employée ordinaire, mais comme chef du département technique de toutes mes 5 exploitations. Vous superviserez l'entretien de tous les équipements. 47 tracteurs, 12 moissonneuses-batteuses, 23 pick-up, des dizaines d'outils agricoles. Je vous offre un salaire de 15 000 € par mois, une voiture de fonction à votre disposition, votre propre équipe à monter et à former, autonomie totale. » La proposition laissa Jeanne sans voix. 15 000 € par mois. Elle n'avait jamais gagné plus de 2 000 € de sa vie. « Et de plus, » continua Fabien, maintenant d'une voix ferme, décidée, « je vais investir dans la construction d'un centre de formation technique ici, dans la région. Il s'appellera Centre de formation technique Antoine Dubois, en hommage à votre père. Nous offrirons des cours gratuits de mécanique diesel, mécanique agricole, systèmes hydrauliques et électriques, et nous nous concentrerons spécialement sur le recrutement et la formation de femmes pour briser ce préjugé idiot que j'ai moi-même perpétué pendant des années. Vous en serez la coordinatrice technique. » Les employés éclatèrent de nouveau en applaudissements. Madame Louise courut et serra Jeanne dans ses bras, pleurant de bonheur. Valère lui serra la main avec force, avec un profond respect. Même Marcel s'approcha, honteux, et lui présenta des excuses sincères. Jeanne, toujours en train de digérer tout cela, regarda Fabien. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. » « Dites que vous acceptez, » répondit Fabien avec un sourire sincère, le premier vrai sourire depuis des années. « Donnez-moi la chance de réparer l'erreur que j'ai commise. Donnez-moi la chance de faire quelque chose de bien, quelque chose qui compte vraiment. » Jeanne essuya ses larmes, respira profondément et tendit la main. « J'accepte. » 15 mois plus tard, le domaine Sainte-Rita était un endroit complètement différent, et pas seulement à cause de la nouvelle structure qui avait été construite à l'entrée de la propriété, un bâtiment moderne de 2 étages avec le nom Centre de formation technique Antoine Dubois, gravé en grandes lettres sur la façade. La transformation était bien plus profonde que les briques et le béton. Jeanne Dubois arrivait tous les matins au volant d'une Hilux argentée de l'entreprise, la même que Fabienne avait mise à sa disposition le premier jour de travail. Elle dirigeait maintenant une équipe de 5 mécaniciens, 3 hommes et 2 femmes, tous choisis personnellement par elle. Le département technique qu'elle avait monté de zéro était devenu une référence régionale. Les 5 fermes de Philippe n'avaient jamais eu d'équipement aussi bien entretenu, aussi efficace, 000. Une valeur qui a impressionné même les auditeurs financiers les plus sceptiques. Mais ce qui a vraiment transformé cet endroit, c'est le centre de formation. Philippe a investi 5 millions € dans la construction et elle, équipement de l'école technique.
des ateliers modernes, des outils de dernière génération, des moteurs didactiques, des simulateurs électroniques, tout était gratuit pour les élèves. La première promotion comptait 60 étudiants et 40 d'entre eux étaient des femmes, des jeunes de 18, 20, 25 ans, venus de Clermont-Ferrand, Limoges, Montluçon, de petites villes de province. Toutes avec la même étincelle dans les yeux qu'Isabelle avait quand elle a commencé son parcours. Isabelle donnait des cours bénévolement le samedi. Elle enseignait non seulement la partie technique, mais surtout la confiance, la dignité, la certitude que les femmes pouvaient bel et bien maîtriser n'importe quelle profession qu'elles choisiraient. Quand elle racontait sa propre histoire sur le père qu'elle avait perdu, sur les années d'humiliation, sur ce jour à la ferme Sainte-Marie, les élèves se reconnaissaient en elle et comprenaient que était possible. Philippe avait également changé profondément. Il traitait désormais ses employés avec un respect sincère. Il apprenait les noms de tous, s'informait sur leurs familles, écoutait leurs préoccupations. La ferme, musique, qui était auparavant un lieu de tension et de peur, est devenue un environnement où les gens voulaient vraiment travailler. Et pour la première fois en 8 ans, Philippe a commencé à gérer sa douleur suite à la perte de Catherine. Il a cherché une thérapie, quelque chose qu'il avait toujours considéré comme une affaire de faible, et a découvert qu'admettre sa vulnérabilité est, en réalité, la plus grande preuve de force. Par un après-midi ensoleillé de décembre, Isabelle était au centre de formation, supervisant un exercice pratique avec les élèves quand Philippe est apparu. Il a observé en silence pendant quelques minutes, voyant ces jeunes femmes travailler avec confiance sur des moteurs diesel complexes. Rire, apprendre, grandir, a-t-il demandé à Isabelle. Ils sont sortis dans la cour extérieure. Philippe a regardé le bâtiment, la plaque avec le nom d'Antoine Dubois, et a souri. Isabelle a souri. Madame Monique travaillait maintenant comme administratrice du centre de formation, s'occupant des inscriptions, de la documentation, de l'organisation. Son traitement dentaire avait été payé et elle était heureuse, épanouie, fière de sa fille. Elle a dit que son père serait fier, non seulement de toi, mais de tout cela ici, de savoir que son savoir n'est pas mort, mais s'est multiplié chez des dizaines d'autres personnes. Isabelle a senti les larmes monter, mais étaient maintenant de bonnes larmes. J'y pense tous les jours. Chaque élève qui obtient son diplôme, chaque moteur que mon équipe répare, est un hommage à lui. Philippe a respiré profondément. Isabelle, je voulais te remercier. Tu as changé ma vie. Tu m'as montré que je gâchais mon existence, étant amer, musique, arrogant, vide. Aujourd'hui, je me lève avec un but, sachant que je fais quelque chose qui compte vraiment. Et tout a commencé avec toi ce matin-là, quand tu as eu le courage de ne pas abandonner, même après tout ce que j'ai fait. Tout le monde mérite la rédemption, Philippe. Tu l'as prouvé alors que le soleil se couchait sur les champs de soja. Peignant le ciel d'orange et de rouge, Isabelle a regardé l'avenir avec espoir. Son frère Michel était à l'université, étudiant l'ingénierie mécanique, inspiré par elle. Sa mère était heureuse et en bonne santé, et elle, une mécanicienne autodidacte arrivée à vélo dans cette ferme. Musique était maintenant chef de département, et professeur et source d'inspiration pour des dizaines de jeunes femmes. L'histoire d'Isabelle Dubois s'est répandue dans la région, a fait l'objet d'articles dans les journaux locaux, a été le sujet d'un reportage télévisé, mais pour elle, ce qui importait vraiment était là, dans ce centre de formation, dans les mains calleuses de ces élèves qui apprendraient que la compétence n'a pas de genre, que le talent ne se mesure pas à l'apparence et que la dignité est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et Philippe Noyer, l'entrepreneur qui un jour a humilié une femme par préjugé, a appris la leçon la plus importante de sa vie, que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans le nombre de vies que l'on transforme pour le mieux, que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de l'humilité, et que parfois, la personne qui arrive à vélo avec des vêtements simples et les mains sales de graisse peut en apprendre plus sur la valeur humaine que tous les diplômes et certificats du monde. C'est vrai,